Là, très bien, tu cherches. Vous pensez peut-être que l'argent n'a pas d'odeur. Eh bien, détrompez-vous. Ce chien est spécialement entraîné par les gendarmes à détecter les billets cachés. Très bien, très bien, encore. Donc là, ici, on a quelques billets. C'est l'une des techniques employées en France pour tenter de stopper un phénomène massif et invisible, la fraude au fisc. Si facile, grâce à l'argent liquide. Tous ces billets qui circulent de main en main, de poche en poche, et qui ne livrent aucun de leurs secrets. D'où viennent-ils? Quels achats ont-ils permis? Mystère. Voilà ce qui en fait le complice idéal de tous les fraudeurs. D'ailleurs, qui d'entre nous n'a jamais fauté? Quel étudiant n'a jamais reçu un billet pour avoir tondu la pelouse? Quel parent n'a jamais payé sa baby-sitter de la main à la main? Ou même laissé une enveloppe sur la table pour le plombier ou la femme de ménage? Avec le ras-le-bol fiscal, cette économie souterraine n'a jamais été aussi florissante. 60 à 80 milliards d'euros échapperaient ainsi chaque année au fisc, dont une grande partie en liquide. Alors serions-nous tous des fraudeurs ? Une certitude, certaines activités brassent plus d'espèces que d'autres. Et les professionnels y sont donc plus tentés de frauder. Comme certains chauffeurs de taxi, par exemple. Kamel exerce cette profession depuis 2 ans et demi. Et comme beaucoup de ses confrères, ce métier, il ne l'a pas vraiment choisi par amour de la route. Pas mal de gens se mettent à faire taxi parce que voilà, ils savent qu'il y a beaucoup de liquide qui circule et ça nous permet de ne pas pouvoir tout déclarer. Je connais pas un taxi qui déclare tout. C'est impossible. Officiellement, Kamel gagne 1 360 € par mois. Un petit salaire qu'il réussit à doubler en faisant de l'argent en noir. Kamel travaille le soir à Paris. Il a accepté que nous passions quelques heures à ses côtés, largement suffisant pour se rendre compte à quel point il est facile d'amasser des espèces quand on est chauffeur de taxi. À commencer par le paiement des courses qui se fait essentiellement en liquide. Ici, il vient d'empocher 16 €. Le client suivant lui rapporte 8,60 €. Des petits montants qui font pourtant vite déborder le vide-poche. J'ai fait tout ça en espèces. Je dois avoir à peu près 100 €, voilà. Là j'ai 40, 50 et 50, voilà. Du liquide que Kamel s'est habitué à manipuler depuis qu'il est chauffeur de taxi. Ah bah après quand vous en manipulez plus, vous avez les champignons qui poussent. On s'habitue? On s'habitue, ouais. Et la poche après elle s'habitue aussi. Du coup, Kamel va mettre directement les 100 € dans sa poche. Ils n'apparaîtront pas dans ses revenus officiels. 100 € net d'impôt sur lequel il ne paiera ni TVA ni charges sociales et aucun moyen pour les contrôleurs fiscaux de trouver leurs traces. On n'est pas contrôlé au niveau du compteur. Il n'y a rien qui s'enregistre. La course, le compteur il tourne. Arrivé à la destination, je vous demande de me payer. Juste après, je reprends notre client et rebelote. Il n'y a rien qui est contrôlé. Pas de contrôle précis du nombre de courses, beaucoup d'espèces, les conditions rêvées pour faire de l'argent au noir. Mais il y a un hic. La société qui loue à Kamel le taxi l'oblige à accepter les paiements par carte bancaire, impossible à dissimuler. Mais par un tour de passe-passe, il s'arrange pour en avoir le moins possible. Bon. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci. Au revoir, monsieur. C'est la 3e carte bleue que je fais dans la journée, ça va. La 4e, si c'est un gros montant, automatiquement, le lecteur carte bleue va se mettre en panne. Vous faites comment pour le mettre en panne, le lecteur? Je le débranche ou j'enlève le papier. On ouvre. J'enlève le rouleau. Voilà. Il n'y a plus de papier. Et là, du coup, le client est obligé de payer en espèces. Il y a marqué, il n'y a plus de papier sur la... Plus de papier. Alors, je l'invite à aller les retirer. Kamel dissimule au fisc au minimum 1 500 € par mois.
Et sur sa feuille d'impôt sur le revenu notamment, cela fait une grosse différence. Voici ce qu'il a déclaré avoir gagné en 2012. 16 332. Et ça, c'est ce que vous gagnez réellement? Non. On va dire qu'il y a le double à peu près. En 2013, Kamel doit payer 940 € d'impôts. De notre côté, avec un simulateur sur Internet, nous nous sommes amusés à calculer ce qu'il devrait réellement payer. Selon lui, avec l'argent gagné au noir, ses revenus seraient multipliés par 2, soit 32 664 € par an. Et dans ce cas, son impôt sur le revenu grimperait à 4 233 €. C'est 3 300 € de plus. Une économie qui lui permet d'améliorer considérablement son train de vie. L'argent que vous avez fait en liquide vous permettez d'acheter vos choses et de payer vos vacances avec. Par exemple, cette veste-là. C'est une veste que j'ai payée en liquide. Oui. C'est de l'argent que j'ai fait. C'est une veste que j'ai payée peut-être 300 €, 380 €. On va dire que c'était une journée de travail, quoi. Une bonne journée de travail, j'ai payé la veste. Les chaussures que j'ai, pareil. J'étais à Marrakech avant l'été, et là je reviens de Djerba. Et arrivé là-bas, l'hôtel, tout ça, j'ai tout fait en liquide. Quand vous allez à l'étranger, par exemple, vous allez dans des bureaux de change, on ne vous demande pas d'où il vient. Et vous avez payé vos vacances avec de l'argent qui est fait au black, quoi. Mais parmi toutes ces professions qui génèrent beaucoup d'espèces, les taxis ne sont peut-être pas les plus gros joueurs. Car il faut compter aussi avec les antiquaires brocanteurs, les artisans du bâtiment, les boulangers et surtout les restaurateurs. Dans son restaurant, est-ce qu'on a des herbes un peu là? Xavier de Namur peut aujourd'hui se concentrer sur les détails. La bonne présentation des assiettes, par exemple. Ouais, comme ça, Danette, c'est pas mal ça. Tout simple, juste vert. On a le orange, on a le vert et puis le petit rouge des radis. D'accord? Merci, messieurs. C'est vrai que ce restaurateur, installé dans le Marais, un quartier très couru à Paris, a, comme on dit, l'air insolide. Son affaire tourne très bien. Voilà, donc ça fait 55. Ici, sur les tables, l'addition se règle souvent en espèces, comme c'est le cas dans la plupart des restaurants. Ah non, ça va pas répondre. Un mode de paiement qui pèse dans la balance au moment de faire les comptes. Donc on a, voilà, par exemple, sur une recette de 8 500 € hors taxe, on va avoir 4 000 € de carte bleue, les chèques 195 € et 4 300 € d'espèces. Voilà, donc ça c'est par exemple une journée de travail. Donc on voit bien, ce jour-là, plus de la moitié de la recette est en espèces. C'est un peu plus que d'habitude. 10 752 €. En moyenne, vous êtes à combien d'espèces sur le... Gilbert, on est à quoi? 30%? Un tout petit peu plus. Un peu plus. Entre 30 et 40. Entre 30 et 40%. Ça dépend des mois, des semaines. Un peu plus de 30% d'espèces, une part importante qu'il pourrait facilement soustraire de son chiffre d'affaires. Mais Xavier a choisi de tout déclarer. Et sur sa feuille d'impôt personnel, l'addition est plutôt salée. Et en 2012, là ça a progressé, donc j'ai eu 1 393 500 € de revenus. Mon taux est passé à 42%. Il a donc payé la somme colossale de 585 000 € d'impôt sur le revenu. Moi, je trouve normal de cotiser ça pour permettre aussi à tous les autres d'avoir leur retraite, d'avoir leurs allocations familiales, etc. Mais ce discours fait figure d'exception. Car dans cette profession où l'on brasse énormément de liquide, rares sont ceux qui, comme Xavier, déclarent intégralement leurs recettes. D'autant qu'aujourd'hui, frauder le fisc est devenu un jeu d'enfant. Les commerçants disposent de nouvelles technologies redoutablement efficaces. C'est lors du Salon des métiers de bouche à Paris que nous avons découvert l'ampleur de ce phénomène. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour ouvrir un restaurant. Sur les stands, des fournisseurs de matériel en tout genre. Et parmi eux, des représentants de caisses enregistreuses. Des caisses de plus en plus high-tech. Je rentre dans la configuration du prix, je dis ok, je veux avoir, c'est une marge de 150. Il me recommande de la vendre à 21,10. En plus d'enregistrer les commandes, elles permettent de gérer la comptabilité, et pas toujours de façon très légale.
Seul moyen d'en savoir un peu plus, se faire passer pour l'un de ces restaurateurs, avec comme soi-disant projet l'ouverture d'un snack. L'idée c'est de faire du sandwich, de la vente à emporter. Il y a quelques tables sur place, mais pas énormément, c'est vraiment du snacking. La vendeuse nous fait donc la démonstration du logiciel de caisse. Je vais pouvoir sélectionner des choses, ça va être plus rapide, des boissons chaudes. Mais notre véritable intention, c'est de savoir s'il est possible de dissimuler une partie des recettes. Alors nous lui avons posé la question sans détour, et cela ne semble pas la surprendre. Est-ce que ça c'est un logiciel qui permet d'annuler certaines tables? Faire un petit peu de... Black, ouais. Ouais. Officiellement, non. Bien sûr. Voilà. D'accord. Personne n'est au courant, je vous ai jamais rien dit, je vous ai jamais rien vendu. Et puis... Et elle n'est pas la seule. Même son de cloche chez le concurrent d'à côté. Si tu veux, par exemple, mettre un peu de côté le soir, etc., c'est possible. C'est possible. Oui. D'accord. Sans que ça se voit. Enfin, sans que ça se voit, il y aura forcément une trace quelque part. Ouais. Là, il faudra aller la chercher. Ce jour-là, sur le salon, 3 marques différentes de caisses enregistreuses nous ont confirmé la possibilité de trafiquer les recettes sans que l'opération n'apparaisse dans les comptes. Pour avoir la démonstration de cette manipulation frauduleuse, nous contactons un restaurateur qui vend une caisse d'occasion. L'annonce est sans équivoque. Elle permet même de gérer son cash, si vous voyez ce que je veux dire. C'est on ne peut plus clair. Cette caisse permet de générer de l'argent en noir. Pour les explications, rendez-vous pris au domicile du vendeur. Comme toutes les caisses, celle-ci permet de gérer sa comptabilité au jour le jour et sert de référence lors des contrôles fiscaux. Ici, tu as les TVA répartis, les billets, combien tu as fait de carte bleue, combien tu as fait de tickets restaurant. Mais en plus, elle est dotée d'une fonction à laquelle seul le patron accède par un code. Le sien n'est pas très compliqué. Ouais. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que pour rentrer dedans, le code c'est 1. D'accord. 1, ok. Donc là, en fait, tu rentres vraiment dans la caisse. 1. Le sésame pour dissimuler des espèces. Il permet d'accéder au menu rapport qui détaille chaque ticket émis dans la journée et offre la possibilité de les supprimer. Donc ici, tu peux voir. Donc ce que je te disais, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, ici, tu vois, tu sais que c'est payé par espèce, ticket restaurant, carte bleue, tout ce qui est espèce, tu cliques dessus. Ouais. Tu vas dans l'annulation. Maintenant, regarde, tu vas sur ticket payé, il n'apparaît plus. Et surtout, tout cela est rendu possible grâce à un programme informatique contenu dans cette clé USB placée à l'arrière de la machine. Ils ont fait un système justement qui efface la mémoire aussi. Et ça laisse pas de trace sur la clé? Ni sur la clé, ni ici, ni dans rien. Donc ça, c'est vraiment top. Ils ont sorti pour ça. Donc, comme ils disent, on n'a pas le droit de le faire. Ouais. Maintenant, en fait, ils ont voulu faire une caisse rapide et surtout qui correspond aux besoins. Donc, le jour où la restauration fait plus de light, il n'y a plus de restauration. Mais récemment, les inspecteurs du fisc ont réussi à percer le secret de certaines caisses trafiquées. Et ils se sont aperçus que ce système était largement répandu, bien au-delà de la restauration. Il y a 3 ans, au détour d'une enquête sur une fraude à la sécurité sociale, les agents du fisc se sont intéressés à des professionnels que l'on plaçait jusqu'ici au-dessus de tout soupçon. Personne n'imaginait qu'ils pouvaient faire de l'argent au noir. Les pharmaciens. L'opération Caducée commence. La presse s'en fait l'écho. En France, 4000 pharmacies auraient dissimulé plusieurs centaines de millions d'euros au fisc. Il est fort probable qu'un montant de 400 millions d'euros soit en deçà de la réalité. Les investigations sont toujours en cours. Déjà, une dizaine de pharmaciens a été condamnée. Une de ces fraudeuses en blouse blanche a accepté de nous rencontrer. Propriétaire de sa pharmacie, elle a dissimulé pendant 3 ans 132 500 euros aux impôts grâce à sa caisse enregistreuse. C'est quoi, vous aviez un code à taper? Avec un code à taper, oui. Et ce code, vous l'avez demandé à la société éditrice de logiciels? C'est la société qui le proposait quand ils ont installé le logiciel. Et donc tous les soirs, vous tapiez ce code? C'était par soir ou... Oui, tous les soirs. Tous les soirs, oui. Une centaine d'euros par jour disparaissait ainsi du chiffre d'affaires de la pharmacie.
sur quels produits en pharmacie, parce qu'on se dit que les médicaments c'est à peu près conventionné, le prix est régulé, etc. Comment on peut faire du black dans une pharmacie? Sur la parapharmacie et sur les paiements en espèces. La parapharmacie, ce sont tous les produits de beauté, les crèmes de soins ou les accessoires pour bébés vendus en pharmacie. Vous tirez un salaire de combien? Entre 3 et 4 000 euros. Entre 3 et 4 000 euros. Ce qui est déjà un bon salaire. Ce qui est un bon salaire, oui. Avec les espèces en plus de son salaire, cette pharmacienne vivait très confortablement, environ 6 000 euros par mois. Un bon train de vie pendant quelques années, mais depuis que les inspecteurs du fisc l'ont démasquée en 2011, elle connaît le revers de la médaille et aujourd'hui, elle en paye le prix fort. Donc les inspecteurs du fisc viennent chez vous, qu'est-ce qui se passe ensuite? Toute la machinerie de l'administration fiscale se met en route et après ils font leurs calculs. J'ai dû payer dans les 50 000 euros et pour l'officine dans les 80 000 euros. Et ça, vous les avez déjà réglés? Tout est réglé, oui. 130 000 euros d'impôts, auxquels il faut ajouter 10 000 euros d'amende et 4 mois de prison avec sursis. Et surtout, une épée de Damoclès, la possibilité que l'ordre des pharmaciens lui retire le droit d'exercer. Pourtant, même si le risque est gros, de plus en plus de Français sont tentés de générer de l'argent au noir. Du liquide qu'ils cherchent ensuite à écouler dans leur quotidien, quitte à franchir une nouvelle fois la ligne jaune. Depuis 2010, pour limiter au maximum la tentation de la fraude, une loi interdit d'effectuer un achat de plus de 3 000 euros en cash. Un seuil qui pourrait même être abaissé à 1 000 euros prochainement. Mais est-ce suffisant pour dissuader ceux qui en ont plein les poches? Afin de voir s'il est si difficile de dépenser son argent gagné au noir, nous nous sommes rendus dans différents magasins sur les Champs-Élysées en caméra cachée. Comme chez ce concessionnaire automobile, à qui nous proposons de verser 5 000 euros en liquide sur les 23 000 euros que coûte le véhicule. Consommation, ça peut pas aller. Du paiement, il est possible de payer une partie en liquide ou pas? Ah, le liquide, c'est pas plus de 3 000 euros. Pas plus de 3 000 euros. 3 000 euros, on peut pas. Mais bon, même nous, on est contrôlés. Hein. Ah ouais. Ah mais non, on voulait payer une partie en espèces. Moi, je trouve. Mais il ne manque pas d'idées pour que nous écoulions notre argent. Un beau tableau. Et voilà où il faut mettre le sous. Non, et voyager. Il faut vivre. Je veux dire, vous n'êtes pas le seul, je connais beaucoup de monde comme ça. Il faut s'éclater en espèces. Merci beaucoup, monsieur. Si certains commerçants respectent la loi, c'est loin d'être le cas pour tous. Chez ce célèbre maroquinier, nous repérons un sac en serpent à 4 500 euros. Je le porte comme ça. Je trouve vraiment beau. Il y a une possibilité pour le règlement de payer en espèces. Cette vendeuse accepte sans aucune condition notre paiement en espèces pour ce sac à 4 500 euros. Écouler son cash semble donc être un jeu d'enfant. Et il y a un domaine où les transactions en espèces sont très fréquentes, l'immobilier. Nous avons suivi ce particulier qui cherche à vendre un appartement dans lequel il a investi. Il passe une petite annonce sur un site spécialisé. Paris 16e, studio 15 mètres carrés, mise à prix 120 000 euros. Parmi les 5 personnes qui lui répondent, il reçoit ce SMS explicite. Je n'ai pas eu l'occasion ou la chance de le visiter, mais en gros, je pourrais payer une partie du montant en liquide. Un premier contact très direct qui annonce la couleur. L'argent liquide sera au cœur de notre éventuelle transaction. Rendez-vous est pris pour la visite. Nous accompagnons le vendeur. Intéressé par le studio, l'homme entre très vite dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit dans mon offre, ce que je pouvais faire pour qu'on joue un peu sur le prix et qu'on aborde quelque chose qui soit intéressant pour les deux, je pourrais vous donner une partie en espèces. Ça serait quelle somme que vous pourriez nous verser en liquide? 10, 15, voire un peu plus. 10-15 000 euros, quoi.
Du coup, comment ça se passe? À quel moment vous nous remettez l'argent liquide? Tout de suite, en fait. Parce qu'on va chez le notaire. Donc oui, bien sûr, c'est avant le notaire, en fait. Parce qu'une fois que vous signez le contrat chez le notaire, c'est fini. Donc moi, on se retrouve ici et je vous donne en espèces. Un dessous de table illégal qui, s'il était repéré, pourrait leur attirer des ennuis. Mais l'acheteur, coutumier de telles transactions, insiste, car selon lui, le jeu en vaut vraiment la chandelle. On met la vente sur un prix qui est un peu moins important. Derrière, vous aurez moins de frais, bien sûr, pour l'État. Et moi aussi, ça me réduit un peu les frais de notaire. Il faut être gagnant-gagnant et c'est tout. En effet, pour l'acheteur, sur cet appartement à 120 000 €, les frais de notaire s'élèvent à 9 300 €. Baisser le prix de vente officiel à 105 000 € ferait aussi baisser les frais de notaire à 8 400 €, soit un gain de 900 €. Quant au vendeur, ce petit arrangement permettrait de réduire son impôt sur la plus-value. Avec ce prix de vente minoré, la plus-value baisse de 15 000 €, ce qui pourrait permettre une économie d'impôt de plus de 3 000 €. Dans cette opération, tout le monde serait gagnant, sauf l'État. Mais le vendeur ne donnera pas suite à cette pratique frauduleuse. La plupart de ceux qui trichent avec le fisc le font bien sûr par appât du gain. Mais au cours de notre enquête, nous avons rencontré une catégorie inattendue de fraudeurs. Ils n'agiraient pas pour le profit, mais pour une question de survie économique. Marc a repris ce sauna jacuzzi il y a 2 ans. Le sauna. Il y a un jacuzzi là. Mais dans ce modeste établissement de province, la clientèle n'est pas toujours au rendez-vous. La semaine dernière, je crois que j'ai un jour, le 27 ou le... là, j'avais 167 €, mais il y a des jours où j'ai 70 € dans la caisse, ça ne paye même pas mon salarié, quoi. Il faudrait le double, rien que pour payer le salarié. Des petites recettes qui peinent à couvrir les charges de l'entreprise. Marc ne s'en sort plus. Alors depuis quelque temps, il a décidé de verser dans l'illégalité. Bonjour monsieur, c'est 20 € s'il vous plaît. Merci. Et de dissimuler une partie de ses recettes. Excusez-moi, là, le billet de 20 €, vous l'avez pas mis dans la caisse? Bah écoutez, ça c'est... De temps en temps, je mets une entrée de côté. Et voilà, ni vu ni connu, ma salariée par là, je l'ai changé, je l'ai remplacé. Et puis là, aujourd'hui, j'ai besoin de 100 € aujourd'hui. D'accord, une centaine d'euros que vous mettez de côté tous les jours. Non, malheureusement, il y a des jours où 50, je ne peux pas faire plus parce que quand on a 150 € de chiffre d'affaires, 50, c'est déjà beaucoup, quoi. Bon, je vous laisse terminer. Hein. Avec ses entrées non déclarées, Marc rémunère en partie au noir ses 2 employés. Cette pratique frauduleuse lui permet de minorer les charges de son entreprise. Vous voyez, mon premier salarié, Rémi, il a fait 163 heures et Véronique, elle a fait 152 heures. Ils sont payés sur la base de 35 heures par semaine. Donc ça fait... Si on prend la calculette, 35 heures par semaine, 35 heures fois 4,33, comme me dit mon comptable, ça fait 151 heures. Donc moins 151 heures. Donc là, il a fait 12 heures de plus. Des heures supplémentaires qu'il va payer en espèces. Et cela fait une grosse différence dans les comptes de l'entreprise. Là, je lui donne 85 €. Bon, j'arrondis, 85 €. Il sera content. 85 € net. S'il déclarait la majoration des heures supplémentaires plus les charges, il a calculé qu'il devrait débourser plus du triple. Ça me coûterait 300 € pour les payer ces 12 heures supplémentaires. Il faudrait que je fasse 300 € de chiffre d'affaires. De toute façon, je n'aurais même pas les moyens. 300 €, c'est une journée, plus d'une journée de chiffre d'affaires. Comment voulez-vous faire? Des employés qui travaillent au noir, tout comme le patron. À l'image de beaucoup d'autres chefs de petites entreprises fragiles, Marc vit modestement sur les recettes cachées de son sauna. Il n'y a pas de signe extérieur de richesse, vous trouverez nulle part. J'ai pas de Porsche, je prends pas l'avion, je vais pas dans des restaurants, je m'habille pas, je m'habille en solde. Je le fais pas pour voler, quoi. Je le fais pour survivre. Sa peur, le contrôle fiscal. Il en a déjà eu un lorsqu'il gérait une autre entreprise. Alors ici, il a mis en place des petites combines pour éviter que le fisc ne le démasque. Comme par exemple, laver lui-même très régulièrement les serviettes de toilette utilisées par ses clients.
Il faut faire attention parce que les contrôleurs, les inspecteurs, ils veulent trouver n'importe quel moyen pour essayer de savoir le nombre exact de clients. Donc je sais que j'ai des confrères qui sous-traitent les machines de serviettes dans une entreprise de service. Mais à la fin du mois, s'ils ont 500 serviettes ou 1000 serviettes, les inspecteurs, ils se disent une serviette égale un client et ils se font avoir. Marc achète aussi une partie de son stock de boissons à la supérette du coin, payé cash et sans facture. Ces magouilles, de nombreux petits chefs d'entreprise les pratiquent. Même Xavier de Namur, notre chevalier blanc de la restauration, reconnaît en avoir usé au début. Car avant d'être millionnaire, ce patron jonglait pour s'en sortir. Et à l'époque, lui aussi a dissimulé une partie de ses recettes au fisc. Non pas pour se faire plaisir, mais pour payer en partie ses salariés. Moi je dis franchement, quand j'ai commencé en 89-90, c'était un peu à la ramasse. Parce que j'avais 2 salariés, il vous en manquait un le soir, vous demandez au gars du matin de rester. Si vous le déclariez, il faisait 18 heures dans la journée, vous n'avez pas le droit, mais vous faisiez quoi? Vous étiez fermé, donc toutes les PME sont confrontées à ça. Les petites entreprises sont confrontées au début à des problèmes de réglementation, d'être dans les clous au niveau salarial, des fiches de paie, etc. C'est très très difficile parce que vous pensez qu'à travailler, à développer votre boîte. Selon lui, si aujourd'hui il y a autant d'argent non déclaré chez les commerçants, ce serait à cause d'une trop grande pression fiscale exercée par l'État. Et pourtant, en matière d'argent au noir, l'État lui-même ne semble pas tout à fait irréprochable. C'est l'homme politique Claude Guéant qui, en avril dernier, a été forcé de lever le voile sur cette pratique au sommet de l'État. Alors que des magistrats enquêtent sur le financement de la campagne présidentielle de 2007, ils découvrent sur ses comptes d'importants versements d'argent liquide. Pour justifier ses revenus, l'homme politique fait alors une troublante révélation. Comme des milliers de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, pendant que j'étais au cabinet, et j'y étais souvent et longtemps, je percevais mes primes en espèces. Alors évidemment, j'ai dépensé en espèces, c'est très simple. Claude Guéant aurait reçu 10 000 € par mois en argent liquide lors de son passage au ministère de l'Intérieur entre 2005 et 2007, des revenus nets d'impôts. C'était des primes qui n'avaient pas de statut fiscal. Alors on peut dire rétrospectivement que c'était pas bien, c'est vrai que c'était pas clair et pas sain. De quoi tomber des nues. L'État, en charge de la lutte contre la fraude fiscale, paierait donc une partie de ses salariés au noir. De Claude Guéant aux simples policiers, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur recevant des primes en espèces. Comment un tel système est-il devenu possible ? Pour mener à bien leurs enquêtes, les policiers ont besoin de cash très rapidement disponible, notamment pour payer leurs indiques. Voilà pourquoi, dans la police, on a créé un fonds spécial d'argent liquide. Et au fil du temps, une partie de cet argent a servi à toute autre chose. C'est ce que révèle ce rapport de l'Inspection générale de la police, publié en mai 2013. Les frais d'enquête et de surveillance offrent une souplesse qui a conduit à verser des compléments indemnitaires déguisés. Ainsi, sur la dizaine de millions en espèces prévues chaque année à cet effet, plusieurs centaines de milliers d'euros ont servi à octroyer des bonus à tous les niveaux de la hiérarchie. Et ce, sans aucune transparence. Le caractère très partiel des archives ne donne aucune information sur leurs conditions d'utilisation. Christophe Gava était commissaire à Grenoble jusqu'en avril 2011. Il se souvient des primes qu'il donnait régulièrement à ses équipes. Pour les obtenir, il sollicitait sa hiérarchie. Donc grosso modo, on savait que sur la résolution d'une grosse affaire de malfaiteurs qui montaient au braquage, on pouvait demander 1 000 €, 1 500 €. On en parlait auparavant avec le directeur du service régional de police judiciaire et on lui disait voilà, sur telle affaire, je vais faire une demande de gratif. Tu penses que je peux demander combien? Et on se mettait d'accord sur la somme à demander. Une fois l'aval obtenu, il allait alors chercher l'argent auprès de ses chefs.
J'allais récupérer la somme en question auprès de la direction du service régional de police judiciaire. Elle m'était remise par le directeur en personne qui me faisait signer un document attestant qu'il m'avait bien remis la somme. Et moi, après, je faisais pareil auprès des fonctionnaires à qui je remettais la somme qui leur était allouée. Elles étaient de quelle nature, en fait, ces rémunérations? Ah, elles étaient en espèces. En espèces? Oui, bien sûr. Contrairement aux 10 000 € de primes mensuelles perçues tout en haut de l'échelle par le ministre Claude Guéant, en bas de l'échelle, les policiers touchaient des sommes modestes, environ 50 € chacun pour une belle affaire. Un système opaque que dénonce Henri Martini depuis des années. Pour le président du syndicat FO Police, ce serait la porte ouverte à tous les abus. Est-ce qu'il pouvait y avoir des gens qui se servaient au passage? Qu'est-ce que ça implique, ce manque de transparence? Vous, en tant que chef de service, s'il vous reste un reliquat, après vous pouvez donner des gratifications, vous pouvez faire remonter l'argent, voilà. Ou le prendre même pour vous. Ou s'octroyer une prime. Personne ne peut dire, puisque rien n'est établi, où aller cet argent. Il y a donc eu pendant des années de l'argent public en libre service au cœur même d'une des institutions censées être la plus exemplaire. Et il aura fallu l'affaire Guéant pour que le nouveau ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, décide finalement d'y mettre un terme en juin dernier. De la police aux petits commerçants, en passant par le sommet de l'État, des quantités importantes d'argent liquide passent donc de main en main, à l'abri des regards. Mais pour ceux qui ne veulent pas tout dépenser, que font-ils de cet argent ? Le cacher sous un matelas à la maison, ce n'est pas très sûr. Le déposer sur un compte à la banque, c'est prendre le risque d'être vite repéré. Et en le cachant dans un coffre, l'argent dort et ne rapporte rien. Du coup, certains sont tentés de le sortir de France et de le dissimuler dans un paradis fiscal. Et depuis longtemps, la destination star des évadés fiscaux français, c'est la Suisse. Pas loin de chez nous, francophone, ce pays offre surtout un gros avantage, la possibilité d'y faire fructifier son argent dans les banques de façon anonyme. Entre 50 et 100 000 Français auraient un compte en Suisse non déclaré. Beaucoup de kidam, mais aussi des célébrités. Récemment, l'une d'entre elles a fait couler beaucoup d'encre. Le ministre du Budget accusé de fraude fiscale. À l'époque, le ministre du Budget, c'est Jérôme Cahuzac. Pendant des mois, il nie farouchement devant le Parlement et la France entière avoir un compte en Suisse. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Et finalement, il avoue avoir bien placé de l'argent en Suisse, du liquide amassé alors qu'il dirigeait une clinique privée. Il aurait ainsi dissimulé un pécule de 600 000 €. Celui qui était justement en charge de la lutte contre la fraude fiscale est écarté. Un scandale d'autant plus choquant que depuis 2009, la traque aux évadés fiscaux était censée être une priorité pour l'État. Aujourd'hui, la pression semble enfin devenir réelle. Depuis que la Suisse a décidé cet été de coopérer avec la France et de briser son sacro-saint secret bancaire. Des milliers d'injonctions, comme ce courrier de la banque suisse UBS que nous nous sommes procurés, sont envoyés aux clients français. Si les avoirs détenus auprès d'UBS n'ont pas été déclarés aux autorités fiscales compétentes, nous vous prions d'envisager les mesures nécessaires à la régularisation. Mais ce nouvel obstacle décourage-t-il vraiment les transferts d'argent entre la France et la Suisse ? La douane de Bardonnay, l'un des principaux points de passage entre la France et la Suisse. Ici, 50 000 voitures passent chaque jour. Pour ces 3 douaniers en poste, impossible de toutes les contrôler. Alors le regard fixé sur la file de véhicules, ils tentent de cibler les potentiels passeurs d'argent. Ça mérite d'être contrôlé. Visiblement,
Cette voiture de luxe, immatriculée en France et venant de Suisse, intéresse au plus haut point les douaniers. Marchandises à déclarer, capitaux pour 10 000 euros plus 1 euro en devise étrangère. Vous garez sur le côté, on va procéder à un contrôle douanier. Qu'est-ce que vous cherchez? On cherche d'éventuels capitaux qui seraient transférés sans déclaration d'un pays à un autre. Non. Mais les douaniers ont beau fouiller les bagages, le coffre et l'habitacle de cette voiture, ils n'y trouveront rien. Ce que cherchent les douaniers, ce sont les sommes en espèces supérieures à 10 000 euros par foyer fiscal, la limite autorisée pour traverser les frontières françaises. Au-delà, une déclaration à l'entrée ou à la sortie du territoire est obligatoire. Messieurs, la douane française, des sommes d'argent pour 10 000 euros ou plus en euros en devise étrangère. Cette loi est censée éviter le blanchiment d'argent. Messieurs, dames, bonjour, service de douane, vous arrivez d'où? Pourtant, elle n'entrave pas vraiment la circulation des billets. Merci, je vais vous demander de vider vos poches sur le siège avant, s'il vous plaît. Ici, c'est encore le standing de cette voiture immatriculée en France qui a incité les douaniers à contrôler ses propriétaires. Et le ciblage se révèle fructueux. Vous avez dans les poches? En somme d'argent, vous avez combien là sur vous? Je dois avoir 5 000. 5 000? D'accord, c'est tout ce que vous avez? C'est tout ce que... La femme de ce monsieur transporte elle aussi beaucoup de billets. Direction les bureaux pour vérifier si le seuil des 10 000 euros est dépassé. Combien t'as? 4 000. Ok. Vous avez moins de 10 000 euros? Non, moins de 10 000. Très bien. Moins de 10 000 euros pour ce couple, tout est légal. Pas si étonnant, monsieur semble habitué à transporter de l'argent liquide. Monsieur, vous connaissiez la limite à partir de laquelle vous aviez le droit ou pas de transporter de l'argent? Oui, tout à fait. Elle est de combien cette limite? Elle est 10 000, je crois. 10 000, d'ailleurs, c'est ce qu'ils demandent à chaque fois. Ah, d'accord. Et vous avez l'habitude, là, vous aviez quand même un petit peu de cash sur vous, vous avez l'habitude de vous balader avec autant de cash Ouais, souvent. Ah, vous faites bien attention à ne jamais dépasser les 10 000, oui, c'est ça? Jamais. Bah ouais, non, parce que sinon, on va être suspecté pour des choses. Et puis surtout à l'heure actuelle, c'est un petit peu de... La chasse. Un petit peu la chasse et puis l'activité. Donc, Quelques minutes plus tard, un autre automobiliste se fera contrôler lui aussi avec un peu moins de 10 000 euros. 6. Ouais. En dessous de 10 000 euros. Un peu frustrant pour les douaniers, contraints de laisser filer tous ces capitaux sans la possibilité immédiate d'en savoir un peu plus sur l'origine des billets. Et même lorsque la somme permet aux douaniers d'auditionner les contrevenants, pas facile pour eux de leur faire avouer que l'argent provient d'un compte suisse. En fin de journée, sur un autre point de passage important, les douaniers viennent d'arrêter ce couple avec 16 200 euros en liquide. Pourriez-vous fournir des justificatifs attestant de l'origine des fonds? Quel genre de justificatif? Si ça a été des retraits en banque, vous devez bien avoir un relevé de banque qui dit que vous avez fait tant de retraits. La femme affirme que l'argent provient d'un compte français, mais la douanière a un gros doute. Notre conviction à nous, c'est que l'argent vient de Suisse, si vous voulez. Nous, on essaye d'approcher les choses de façon différente à chaque fois pour voir si elle va craquer. Mais madame est la plus coriace, donc elle ne craquera pas. Et si les douaniers sont persuadés qu'il s'agit d'argent suisse, c'est parce que sur les billets, un indice a éveillé leurs soupçons. Pour la plupart d'entre eux, le numéro de série commence par un X. Les billets sont en X, beaucoup. C'est quoi X? X, c'est en fait chaque numéro de série, ceux qui viennent de Suisse sont en X souvent, voilà. Si elle avait vraiment retiré cet argent en France, ça serait U devant. Donc on lui a posé la question et madame ne sait pas. Il ne s'explique pas qu'elle ait des billets alors que ça a été retiré en France. Alors que c'est impossible, quoi. Après 2 heures d'audition, toujours pas d'aveu. Le couple repart libre, mais sans les 16 200 euros confisqués. Une enquête sera menée, et s'ils ont réellement un compte suisse, ils risquent une amende et jusqu'à 7 ans de prison. En 2012, 55 millions d'euros ont ainsi été saisis. Mais il ne s'agirait que d'une infime partie de ce qui transite, car les effectifs douaniers ne cessent de diminuer. Aujourd'hui,
Seules 3 des 50 routes qui mènent à Genève sont surveillées en permanence. Mais si cette frontière n'est plus qu'une passoire, qu'en est-il une fois franchie? Est-il toujours possible de placer son argent non déclaré dans une banque suisse pour le faire fructifier? Eh bien, nous avons essayé. La petite ville suisse de Port-Entruy. À vol d'oiseau, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de la frontière française. En caméra cachée, nous nous rendons dans plusieurs banques. Et là, le couperet tombe. La réponse est toujours la même. Je suis français. Je voudrais savoir s'il était possible d'ouvrir un compte. Ah, on ne peut plus ouvrir des comptes? Dans notre banque, ouais. On n'a plus la possibilité d'ouvrir un compte si on n'habite pas la Suisse. L'argent que vous déposez ici, il serait déclaré au fisc français? L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu confidentiel. Oui, alors non. Maintenant, si vous voulez, on demande à ce que les clients soient clairs et qu'ils annoncent leur avoir chez nous. Les grandes banques suisses semblent donc vraiment fermer la porte aux fraudeurs français. Nous tentons donc une autre option, passer par une fiduciaire, une société spécialisée dans la gestion de patrimoine. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il était possible d'obtenir un rendez-vous avec monsieur. Rendez-vous pris avec un conseiller. Il a beaucoup de demandes en ce moment. Il accepte tout de même de nous recevoir tard le soir. Ok, merci. Mais cela valait le coup d'attendre, car les portes de la Suisse vont s'ouvrir à nous. L'homme nous confirme d'abord qu'il est de plus en plus difficile de cacher son argent dans les banques suisses. Oui, parce que les banques aujourd'hui, elles veulent connaître l'origine des fonds, parce que tout le monde a peur de la problématique du blanchiment, de la peur de la drogue, etc. Ouais. Et ça devient... Mais il a déjà trouvé des solutions pour ses clients qui souhaitent placer ici leur argent non déclaré. Il s'agirait d'investir les sommes en toute discrétion dans l'immobilier grâce à un homme de paille. Et ça, vous pouvez vous charger de trouver quelqu'un qui peut investir avec risque. Oui, ou alors, en fait, c'est souvent des gens qui interviennent comme prête-nom. D'accord. Grâce à un prête-nom suisse, l'identité du Français qui souhaite mener cette transaction n'apparaîtra jamais. Reste qu'en ce moment, la Suisse est placée sous surveillance. Y dissimuler son argent semble de plus en plus compliqué. Désormais, les fraudeurs sont obligés d'aller plus loin pour échapper au fisc. Notre enquête nous a permis de découvrir une filière d'évasion d'argent liquide que nous étions loin d'imaginer possible en France. Au départ, c'est un de nos contacts qui nous met sur la piste d'un aéroport près de Paris où se passeraient des choses étranges. En planquant sur place pendant plusieurs jours, nous allons en effet être le témoin de vols qui n'ont rien de légal. Il est minuit mi-octobre. Sur cet aéroport, un énorme jet attend ses passagers. Une berline arrive directement sur le tarmac et se gare au pied de l'avion. 3 personnes sortent du véhicule et s'engouffrent aussitôt dans l'appareil. En moins de 8 minutes, l'embarquement est terminé. L'avion est prêt à quitter le sol français à destination de la Belgique. Pourtant, ce vol n'aurait jamais dû être autorisé sur ce petit aéroport. Ici, pour des questions de sécurité, seuls les avions de moins de 17 tonnes ont accès à la piste de décollage. Or, ce jet en pèse plus du double. Et ce ne serait pas la seule entorse à la loi qui se produirait ici. C'est ce que nous confirme quelques jours plus tard ce professionnel de l'aviation d'affaires. Il a travaillé sur cet aéroport de Pontoise pendant des mois. Alors qu'ici, vous voyez, on rentre très facilement. On a besoin de rien demander à personne. Mais à partir de Pontoise, tout est possible. Et ici, tout est tellement possible qu'il a assisté à des scènes a priori inimaginables en France. Vous pouviez réaliser des vols internationaux en provenance de n'importe quel type de pays et les passagers n'étaient pas contrôlés et ni leurs bagages. Une situation aberrante, car cet aéroport de Pontoise, à 35 km de Paris,
a vu son poste douanier supprimé par mesure d'économie en janvier 2012. À partir d'ici, il n'est donc plus autorisé de se rendre hors de l'espace Schengen, c'est-à-dire hors de la majorité des pays européens. Et malgré tout, cet aéroport semble bien avoir été l'une des portes de sortie des plus fortunés pour faire évader leurs capitaux dans le monde entier. Tout cela pour une raison évidente. Et le plus simple, c'est effectivement, quand on ne veut pas être contrôlé avec de fortes sommes d'argent, le plus simple, c'est de prendre un avion à partir d'un aéroport où il n'y a pas de contrôle. De janvier 2012 à juin 2013, de nombreux vols vers de lointains paradis fiscaux se seraient ainsi succédés sans aucun contrôle douanier. Par exemple, un jet comme celui-ci se serait posé à Pontoise, en provenance de Jersey, et se serait envolé aussitôt vers la Suisse. Cet autre jet appartient à un couple de milliardaires ukrainiens. Il aurait effectué jusqu'à 3 vols par semaine pendant des mois, depuis la France vers des pays de l'Est et des paradis fiscaux, sans aucun contrôle. Incompétence ou passe-droit, en tout cas, il aura fallu attendre une dénonciation au début de l'été pour que les douanes mettent fin à ce manège. Un contrôle dont se souvient très bien ce pompiste qui a ravitaillé entre autres cet avion en kérosène. Lui, il volait pas mal, c'était l'année dernière. Il faisait des allers-retours, on ne sait pas trop où, mais enfin bon, ça s'est un peu mal passé. Les douaniers lui sont tombés dessus. Et puis bon, il devait faire des traînées, je sais pas quoi. Bon, ça c'est son problème. Sur l'un des passagers de cet avion, les douaniers auraient saisi d'importantes sommes d'argent liquide non déclarées. Mais avant cette saisie, combien d'argent a-t-on laissé s'évader? Nul ne le sait. Une chose est sûre, il y a bien eu une faille dans les contrôles de cet aéroport. Nous avons contacté la direction des douanes. Elle se contente de nous répondre que des contrôles inopinés sont effectués à Pontoise. Alertée à ce sujet, la préfecture du Val d'Oise, pourtant censée veiller au respect de la loi sur cet aéroport, n'a, elle, pas souhaité nous répondre. Alors aujourd'hui, est-il encore possible de partir d'ici avec de l'argent sans être inquiété? Avec un nom d'emprunt, nous contactons par téléphone une société d'aviation qui aurait participé à l'époque à l'organisation de ces vols illégaux. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si ce serait possible éventuellement d'organiser un vol au départ de Pontoise pour Jersey. Nous expliquons qu'il ne s'agit pas d'un simple voyage, mais que nous désirons transporter une importante somme d'argent liquide vers ce paradis fiscal. L'homme ne semble pas surpris par notre demande, mais il nous met en garde. Selon lui, depuis le contrôle de l'avion ukrainien, Pontoise serait sous surveillance. Il refuse donc de nous faire partir de cet aéroport, mais il n'entend pas annuler le vol pour autant. Quelques heures plus tard, il nous rappelle et nous propose de nous mettre en contact avec une petite société d'aviation privée basée sur la Côte d'Azur. Celle-ci pourrait nous faire partir du sud de la France en toute discrétion. En direct, si vous voulez le faire, on peut le combiner, ils sont d'accord pour prendre les documents confidentiels, comment ça marche. Les documents confidentiels, autrement dit, notre valise d'argent liquide. L'affaire sera conclue le lendemain. Le jour du vol, dans notre chambre d'hôtel, nous préparons notre mallette d'argent. Il s'agit bien sûr de faux billets provenant d'un accessoiriste de cinéma. Nous avons rendez-vous à l'aéroport, un quart d'heure avant notre décollage. Nous filmerons tout en caméra cachée. Nous sommes reçus par le patron. Bonjour. Enchanté. Ok. Enchanté. On se voit dans mon bureau de 5 minutes? Ouais, hein, ok. Ouais. Il veut nous parler en toute discrétion. Ok. Donc on va, c'est un rôle un peu particulier, hein. Ouais. Hein, voilà. Hein, ouais, okay. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Okay, ouais. D'accord. Donc c'est quoi? C'est une somme d'argent, c'est ça, non? Voilà. Exactement. Ouais. C'est où? C'est là ou là ou là? Ouais. C'est quand même assez visible, ça, quand même. Ouais, mais avec le manteau, puis tout est visible et ça passe. Bon, ok.
Importante, ouais. Bah, assez pour prendre ce vol. D'accord, ok, voilà. L'homme semble un peu tendu. Rejoint par le pilote, ils craignent surtout que nous transportions d'autres marchandises illégales que de fortes sommes d'argent. Voilà, hein, qu'il n'y ait pas de l'argent, ça. Oui, c'est pas l'argent. Voilà. C'est important parce que le jeu n'en vaut pas la chance de Non. non, ça aurait été clair. Que... Voilà. Ouais. Voilà. Non, mais les sommes d'argent, c'est bon. Après, c'est vous les déclarez, vous les déclarez pas. Après, c'est voilà. Une fois rassurés, il nous présente alors le mode opératoire qu'il a prévu pour nous. Le vol ne sera pas direct. Il se fera exprès en 2 temps. Tout d'abord, nous partirons du sud de la France vers Dinard en Bretagne. Comme ce vol se fait à l'intérieur des frontières françaises, pas besoin de passer la douane au départ. La douane, nous ne la passerons qu'au moment de quitter Dinard en direction de Jersey, le fameux paradis fiscal. Et ce stop à Dinard n'est pas choisi au hasard. On fera un stop à Dinard. D'accord. On fera un stop à Dinard. Pourquoi Dinard? Parce que c'est mieux, quoi. D'accord. C'est à côté, c'est juste à côté, donc voilà. Pour ici, comme ça, parce que sinon il faut passer ici, il faut passer aux douanes ici, sinon c'est pas mal pour passer. D'accord. Et les douanes là-bas sont un peu plus souples. Normalement ça ne devrait pas poser de. Sauf imprévu, notre argent devrait donc arriver à Jersey sans difficulté. Mais au passage, nous devons tout de même payer 6 500 €, le prix de ce vol particulier. Alors à ce prix-là, est-ce si facile de faire sortir une mallette d'argent liquide de notre pays sans se faire pincer par les douanes? Nous rejoignons notre avion. Après 2h45 de vol, nous atterrissons à Dinard. Pour justifier cette escale, le pilote a prétexté la nécessité de ravitailler l'avion. Pour nous, c'est maintenant le moment fatidique. Il va falloir passer la douane. Notre valise, elle, comme convenu avec le pilote, est restée dans l'avion. L'officier est seul. Alors que nous nous présentons devant lui sans aucun bagage, il ne s'en étonne pas. Il ne nous demande même pas si nous avons quelque chose à déclarer. Ok, merci, c'est bon. Merci. Il y a une personne encore à l'avion. D'accord. Il passe vous voir en retour. Pièce d'identité à jour. Oui. Sinon, c'est un pilote pro délit sécurité. Resté sur le tarmac pour faire le plein, le copilote n'aura même pas eu besoin de se présenter devant le douanier. Pour ressortir, Le contrôle a été plus que léger. Nous voilà sortis du territoire français. De retour dans l'avion, l'ambiance se détend. Alors la Bretagne, ça vous gagne? Ouais, c'est clair. Le pilote devient lui aussi plus bavard. Il nous raconte même ses précédents passages de valises de billets entre la France et la Suisse. à l'époque, je voulais pour quelqu'un, mais c'était son avion. D'accord. Je prends en copie. Il avait installé un faux poste d'avion dans le nez. Parce qu'à l'époque, tout le monde allait en Suisse. D'accord. Donc il démontait son poste radio, il mettait ça. Il était là. Après une demi-heure supplémentaire de vol, nous atterrissons enfin à Jersey. Il ne nous reste plus qu'à passer les douanes britanniques avec notre valise sans être contrôlés. Là encore, l'organisateur de notre vol a tout prévu. Le choix de cet avion de petite taille nous permet d'éviter l'aéroport principal où les douanes sont présentes et nous parquer à l'aéroclub, situé juste à côté où il n'y a pas de douane. En guise de poste douanier, nous n'avons qu'à traverser un bar, descendre un escalier, et nous voilà sur les terres de notre paradis fiscal, avec notre mallette de billets. Ici, notre argent pourrait alors fructifier dans l'une de ces banques, bien à l'abri du fisc français.